tu n'as probablement pas un problème de marketing, mais un problème d'apprentissage. Je vais ouvrir le podcast avec une citation de Charlie Munger qui nous a quittés il y a quelques jours et qui dit « Vous ne pouvez progresser que lorsque vous apprenez la méthode d'apprentissage. » Et si tu réfléchis, donc on va vraiment plonger là-dedans. Je sais que l'apprentissage, c'est pas le truc qui fait rêver les gens. Et quand on regarde sur YouTube, la plupart des contenus d'apprentissage sont à destination des étudiants. Alors j'aimerais bien déjà, premièrement, qu'on fasse la distinction entre apprendre et étudier. Étudier, c'est comprendre la théorie du matériel que tu as à ta disposition. Lis un livre, tu comprends le livre, tu as étudié. Apprendre, c'est quand tu as obtenu le résultat et que tu es capable de l'obtenir de manière systématique et de l'expliquer pourquoi. D'accord ? Donc là, tu as changé. Donc, apprentissage, pour moi, j'inclus genre changer une croyance, changer un comportement. Le but final, c'est l'action. Le but final, c'est que avant d'avoir appris, tu as un résultat que tu n'arrives pas à obtenir. Après avoir appris, tu arrives à obtenir ce résultat. Donc, basiquement, apprendre, c'est progresser. Non. On va faire un petit check-up comme si tu étais chez le médecin pour voir si effectivement tu as un problème d'apprentissage, parce que par défaut, on se dit non, mais moi, j'ai pas de problème d'apprentissage, moi, j'ai d'autres choses à foutre que d'apprendre ça, c'est bon, j'ai assez appris, ou je sais pas qu'on me dit, mais on a un peu trop confiance sur notre capacité à apprendre. Ouais, moi c'est bon, je suis doué pour apprendre, voilà. Donc, suspends ce jugement un moment. On va faire un petit check-up, on va voir si tu as des symptômes, parce que j'aime bien mettre la casquette du médecin et dire voilà, on va diagnostiquer, on va identifier les symptômes, et si tu as certains symptômes, c'est très probablement que tu as la maladie, c'est-à-dire dans ce qui figure une lacune en apprentissage. Alors, est-ce que tu ressens beaucoup de confusion? Donc tu sais pas trop où tu en es, tu es face à des choses, tu arrives pas à penser par toi-même, tu as besoin de t'appuyer sur d'autres formateurs, d'autres experts, systématiquement, et tu veux qu'ils pensent à ta place, tu veux qu'ils te donnent des templates, des techniques, des étapes. Ça, c'est le symptôme probablement le plus parlant. Donc si t'es confus, alors c'est normal d'être confus, mais le truc c'est que quand tu sais apprendre, tu sais penser par définition. Et donc, on va y revenir exactement pourquoi toutes ces choses sont à l'origine d'une mauvaise capacité d'apprentissage, une mauvaise méthode. Donc, tu es confus, mais quand tu sais apprendre, tu arrives à réfléchir et à générer de la clarté et savoir où tu vas. Deuxième chose, tu as des peurs que tu n'arrives pas à dépasser. On a tous des peurs, c'est normal, mais ces peurs, on arrive à les affronter, on arrive à les dépasser. Et on progresse, on avance d'un palier. Si tu es bloqué face à tes peurs et que tu n'arrives pas à les changer, c'est changer un comportement. Hein. Basiquement, t'as une peur, tu fais un truc jusqu'à ce que t'as plus peur ou que la peur elle est suffisamment minime pour ne plus penser. Par exemple, moi, je t'ai dit déjà avant, mixer sur scène devant 5000 personnes, plus que j'ai fait, c'est 3500, et c'est déjà pas mal. Donc ça peut foutre un peu les boules, mais moi j'arrivais devant 3500, j'avais pas peur, parce que j'avais l'habitude de le faire, donc parce que j'avais appris le comportement. Donc les peurs font partie de l'apprentissage. Surcharge mentale. Donc tu es surchargé d'informations, ça va un peu avec la confusion. C'est un symptôme de la confusion. Les choses sont interconnectées. Oui. Donc il y a trop d'infos, tu sais pas où donner de la tête, il y a tellement de trucs à apprendre, tu t'es noyé sous l'information. La procrastination. La procrastination, c'est typique, on va voir aussi pourquoi, d'une lacune en apprentissage. La dispersion. Encore une fois, c'est lié aussi à la confusion, la surcharge, mais c'est plus lié aux actions. Donc je fais 1000 trucs différents, je me disperse, je manque de focus. Et enfin, sentiment d'imposture. Celui-là, il est assez évident. Pourquoi on se sent imposteur? C'est parce qu'on n'a pas les compétences, parce qu'on n'a pas les résultats. Ok, donc si ces symptômes sont parlants pour toi, et que tu vis ces choses-là, je pense que j'ai pas besoin de te convaincre pendant 20 minutes que c'est à cause de ça que t'as pas les résultats que tu veux. D'accord? Si tu regardes ton quotidien, c'est pas parce que t'as pas le dernier hack en marketing ou même la connaissance en psychologie. Alors, je dis pas que c'est pas important, mais il y a plus important, il y a plus prioritaire, c'est que si déjà t'arrives pas à créer des contenus de manière quotidienne, ou que t'arrives pas à lancer des produits, ou que t'as peur de vendre au téléphone, ou que tu sais pas, toi, tu t'arrives pas à t'organiser, toutes ces choses-là sont liées à un problème d'apprentissage. Alors, il y a d'autres causes, hein. Tu peux très bien avoir un trouble du déficit de l'attention, ou des trucs comme ça, mais avant de t'infliger la pensée que tu as ça et d'aller chez un psychologue, parce que ça peut aussi être mal diagnostiqué, donc faut faire attention.
on va partir de l'hypothèse que tu as un problème d'apprentissage. En tout cas, tu n'as pas un problème marketing. C'est-à-dire ton goulot d'étranglement, le plus gros problème, c'est pas que tu ne maîtrises pas assez bien la psychologie humaine ou le marketing, c'est que tu ne maîtrises pas assez bien ta méthode d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus urgent pour toi maintenant que d'améliorer ta capacité à apprendre? D'accord. Pourquoi ces choses sont liées à l'apprentissage et comment, du coup, le fait de comprendre pourquoi, ça va t'aider à les résoudre. Alors, la confusion. Pourquoi on est confus? On est confus, c'est l'inverse de la clarté, la confusion, d'accord? On a plein de choses en tête et on n'arrive pas à organiser ces différentes idées de manière cohérente pour voir où on va. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui est important, ce qui n'est pas important. Et comment on fait pour passer de la confusion à la clarté? Alors déjà, l'action, ça aide à clarifier pas mal de choses, mais aussi dans la pensée, savoir penser correctement, c'est savoir éliminer le non important et se concentrer sur le signal. Donc éliminer le bruit, se concentrer sur le signal. Et bien sûr, quand tu penses, quand tu réfléchis, tu utilises des outils mentaux, des modèles. Et la manière dont tu vas réfléchir au problème en face de toi, la qualité de ta réflexion est directement dépendante de la manière dont tu as organisé tes informations dans ta tête. Parce qu'on parle souvent d'organiser un second cerveau, c'est très joli, mais le premier cerveau, si c'est le bordel, le second, il sert à rien. D'accord? On fait fortune avec son premier, pas avec son second cerveau. Si Charlie Munger avait pris des notes, bon, c'est pas le cas, mais mettons s'il avait un second cerveau avec toutes ses notes, et qu'on te disait, est-ce que tu veux hériter du premier cerveau de Charlie Munger ou du second cerveau de Charlie Munger? T'as intérêt à prendre le premier, d'accord? C'est le premier qui est à l'origine des résultats et pas le second. C'est pour ça, le transfert d'apprentissage d'une personne à l'autre est difficile, parce que tu vois, on a des modèles qui sont encodés d'une manière, et notre seule méthode pour transférer ces modèles, c'est par les sens, c'est par la parole, c'est par les dessins, et donc du coup, on a une version photocopiée bas de gamme du modèle dans sa tête. Et nous-mêmes, on n'arrive pas des fois à saisir vraiment les subtilités de nos propres modèles, ce qu'on appelle des modèles tacites, ça veut dire qu'on peut pas implicites, pardon, des modèles implicites, c'est-à-dire qu'on peut pas de manière tacite les transférer à d'autres personnes. Donc je peux t'expliquer dans les grandes idées de manière générique mes modèles, mais toutes les petites nuances que j'ai appris, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, si j'étais un champion d'échecs, ce qui n'est pas le cas, je pourrais t'expliquer comment je bouge les pièces, les grandes stratégies, mais c'est à force de répéter encore et encore, moi-même pratiquer le jeu, que j'ai développé des modèles extrêmement spécifiques qui me prendraient une plombe à t'expliquer, et t'as meilleur temps de prendre ça par la pratique et de développer ton intuition. Bref. Donc la clarté dépend de la manière dont tu as organisé tes connaissances dans ton cerveau et dont tu peux t'en servir. D'accord? Je dis, ok, j'ai ce problème-là. Moi, par exemple, je vois un problème, je dis, ok, déjà, j'inverse le problème. Donc, comment faire pour obtenir ce que je ne veux pas exactement? Pour être sûr, pour être sûr d'être vivre dans la misère, quelles sont les idées que je dois mettre en place? Donc, je pourrais commencer à me droguer, je pourrais commencer à faire différentes choses, tu vois, si je voulais être sûr d'être misérable dans ma vie. Donc, j'inverse le problème, par exemple. Ensuite, je pense en premier principe, ou first principles. C'est-à-dire que ça, c'est les plus grands penseurs pensent systématiquement comme ça. Donc, je décortique le problème jusqu'à arriver à son essence, à ses idées fondamentales, et je raisonne à partir de là. Bref, ce sont des modèles, des idées que j'ai apprises, que j'ai développées, que j'ai entraînées, pas seulement par la théorie, mais vraiment en pratique, ce qui fait que je peux m'en servir. Donc, clarté, c'était la première chose. Deuxième chose, les peurs. Ça, c'est peut-être un petit peu moins évident. Quel est le rapport entre les peurs et l'apprentissage? Eh bien, ça, c'est relativement simple à comprendre. Alors, il y a des peurs déjà rationnelles et des peurs irrationnelles, hein, d'accord? Je veux dire, sauter d'un avion en plein vol ou bien se balader à poil devant un lion, c'est deux activités qui sont pas forcément très recommandées. Donc, forcément, si tu as peur de faire ce genre de choses, ce sont des peurs qui sont saines, ce sont des peurs qui sont rationnelles. Et voilà. Et même après te balader devant un lion, si tu as appris à le faire, peut-être que voilà, tu peux jouer avec ton zigouigoui devant le lion et puis sans trop de risque parce que tu sauras comment faire et tu auras confiance. Il y a un risque peut-être, mais calculé parce que tu as appris. Par contre, sauter d'un avion sans parachute, c'est compliqué. Donc, il y a des peurs rationnelles, il y a des peurs irrationnelles. Et qu'est-ce qui fait qu'on a peur de quelque chose? Je te disais avant, j'étais DJ et je n'ai plus peur de monter sur scène parce que j'ai appris ce que j'ai appris et donc j'ai confiance en ma compétence. Et pourquoi j'ai confiance en ma compétence? Parce que je sais que je peux répéter le résultat et je sais comment. Je sais l'expliquer. C'est ce que je disais. Le principe même d'avoir appris, c'est dire, ok, je sais
répéter ce résultat et je sais l'expliquer. D'accord? Donc, si je sais mettre l'ambiance dans la salle et que j'ai confiance en cette capacité parce que j'ai assez d'évidence passée que ça a marché, et puis j'ai aussi les évidences, les fois où ça a pas marché, c'était pas non plus dramatique. Donc si même je me plante, donc déjà j'ai plein de solutions pour éviter de me planter et si je me plante, donc tu vois, genre c'est lui arrivé que t'as la platine qui bug et il y a plus de son. C'est un truc qui te fout les boules. Alors déjà j'ai un backup s'il y a une platine qui bug, que j'ai 30 minutes de musique, moi j'avais à l'époque. Et deuxième chose, s'il y a plus de son, en fait, je peux utiliser ça à mon avantage parce qu'une coupure, ça permet de réinstaurer. Quand il y a une reprise, ça permet de réinstaurer. Enfin, ça permet de créer un lien avec l'audience. Bref, je vais pas te parler de DJing, on n'est pas là pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai développé une confiance parce que je sais que je peux répéter un je sais comment amener une foule à l'apocalypse, tu vois. Donc, ça diminue mes peurs. Tu peux extrapoler ça un peu. La même chose, vendre au téléphone. Je vends des prestations chères. Au début, j'avais peur. Petite aveu de vulnérabilité ici. La première fois que j'ai dû vendre au téléphone un coaching, c'était un coaching à 300 balles. Et j'avais bu des bières avant pour être un peu bourré pour prendre les appels. J'ai plusieurs appels, j'avais lancé le coaching et j'étais terrifié. Moi, je suis quelqu'un de pas très social à la base. Je suis plutôt introverti. J'ai un peu d'Asperger. Donc, ceux qui sont un peu psychologues, qui m'écoutent, peut-être qu'ils se rendront compte que j'ai une manière de penser qui est très 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 abstraite. Donc, du coup, je recommande pas de faire ça, mais bref, ça m'a aidé à passer le premier pas. Et donc, du coup, aujourd'hui, je prends le téléphone, je dis ah tiens, ça va être sympa une petite discussion, à discuter avec la personne, posé, tranquille. J'ai pas d'immenses skills en closing, c'est pas mon objectif. Par contre, j'ai suffisamment de compétences pour amener la discussion là où j'ai envie de l'amener. Et du coup, j'ai la confiance que, je me suis jamais fait insulter au téléphone, je sais jamais le mal passer. Souvent, c'est le client qui a plus peur, le prospect qui a plus peur de prendre le téléphone que moi parce qu'il est face à une autorité. Mais toi, quand tu demandes à un coach, tu prends l'appel avec le coach, t'es un petit peu tu vois, quand tu veux travailler avec un coach, c'est que généralement t'es admiratif dans une certaine mesure de cette personne, et donc du coup c'est intimidant de parler avec elle. C'est pas systématique, mais beaucoup de monde sont dans ce cas de figure. Donc je suis dans la position, je sais que je suis dans la position de force et que la personne va être naturellement absorbée par mon cadre. Et si c'est pas le cas, si je vois que la personne rentre pas dans mon cadre, je sais que je peux mettre fin à l'appel parce que de toute façon, je vendrai pas le coaching. Et que ça se passera de toute façon, peut-être qu'un jour je me ferai insulter, ou je sais pas, ça arrive une fois ou l'autre, mais je sais que je suis capable de le gérer. Donc du coup, j'ai foi en ma compétence, j'ai foi en ma capacité à obtenir le résultat ou à me sortir des problèmes, et donc ma peur disparaît. D'accord? Donc on a fait la confusion, on a fait la peur. Troisième chose, la surcharge mentale, ça c'est aussi quelque chose d'assez évident. Si tu sais pas apprendre, tu sais pas identifier quelles idées sont essentielles et lesquelles le sont pas. Et on a tendance, je veux dire, on a des biais, tu vois, genre le biais de nouveauté, les newsletters, les papiers, newspaper, hein. On a les flux d'actualité, tout ça sont des informations fraîches, les dernières nouveautés en IA. Bon, ça peut avoir une petite utilité de suivre un petit peu certaines nouveautés, surtout dans ton domaine d'activité. Mais le problème, c'est quand 80% ou plus de tes informations viennent de la nouveauté. Tu vois, et donc, ou des informations qui sont tactiques, secondaires, sont des informations qui sont hautement périssables. Alors que quelqu'un qui sait apprendre s'intéresse, je veux dire, si tu vas apprendre un concept, dis ok, cette idée, elle peut potentiellement transformer ma vie, elle peut transformer mon business, elle peut transformer ma santé, elle peut transformer mes relations, peu importe. Et pour qu'elle transforme mes relations, il faut que je l'intègre profondément, que j'entraîne le comportement, que je puisse m'en servir intuitivement. Et il y a du boulot. Entre comprendre une idée et l'avoir entraînée pour s'en servir intuitivement, il y a un monde. D'accord? C'est la différence entre étudier et apprendre, ce que je te disais avant. Donc, tu peux pas entraîner, tu peux tous les jours entraîner une nouvelle idée. Tu tombes sur une idée importante, ça va peut-être te prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'entraîner. Donc, tu vois, ça veut dire que si ça te prend 3 mois pour entraîner une idée, ça veut dire que tu peux apprendre 4 idées par année. Bon, ça sera un peu plus que ça, mais si tu peux choisir que 4 idées dans l'année, tu as intérêt de bien les choisir. Imagine que tu as 4 slots, ou même allez, on peut dire 1 slot par mois, c'est déjà assez intensif, hein, parce que je parle de bonnes idées. Donc tu as une dizaine d'idées par année que tu peux internaliser.
Donc tu vas choisir des idées. Tu vois, si c'est des idées qui seront périmées dans 3 mois, tu vois bien qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça que t'es en surcharge, parce que t'es toujours en train de devoir, genre, tu vois, ça c'est aussi lié à la clarté, parce que t'es là en mode, ok, je veux commencer, je veux lancer un nouveau canal d'acquisition, je veux faire une offre, ou je veux faire, je veux faire un truc que j'ai jamais fait avant. Forcément, t'es face à un nouveau problème et t'es paumé face à ce problème parce que tu l'as jamais résolu. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu t'appuies sur les connaissances des autres et donc tu commences à consommer des contenus tactiques chaque fois que tu es face à un nouveau problème. Tu vois bien que ça marche pas. Alors que si tu as des outils, des idées qui sont intemporelles, tu dis ok, ben à défaut d'avoir la tactique, les choses ultra précises, je vais déjà me utiliser ce que j'ai à ma disposition pour mettre en place une première version, parce que je sais pertinemment, et ça c'est un truc que tu apprends aussi avec l'apprentissage, que si je respecte déjà les fondamentaux, c'est-à-dire comment le monde fonctionne, et que j'implémente ce que je connais déjà des autres domaines dans ce domaine-là, ce qu'on appelle un transfert d'apprentissage, l'efficacité est limitée forcément parce que t'es pas l'expert dans le domaine en particulier, par contre, de manière inefficiente, tu arrives quand même à une solution qui fournit un certain résultat, avec quelques itérations. Par-dessus, tu peux ensuite aller chercher rapidement une de ressources. Tu dis, ok, voilà, un petit template, voilà un petit machin. Je colle ça progressivement, je fais des essais, mais c'est pas la priorité. Donc, tu n'es plus en surcharge mentale parce que tu es capable déjà de raisonner et de toi-même arriver avec une première solution extrêmement basique qui peut donner des résultats. Voilà, donc on a fait confusion, peur, surcharge mentale. Le suivant, c'est la procrastination. Quel est le rapport avec l'apprentissage? Eh bien, tu procrastines. On peut voir ça autrement. Procrastiner, finalement, c'est répéter un comportement. Procrastiner, ça peut être regarder la télé. Ça peut être procrastiner activement. Genre, tu organises ton Notion au lieu de créer du contenu et de vendre. Donc, la procrastination, finalement, c'est faire le mauvais comportement, éviter le bon comportement. Donc, c'est-à-dire que tu as une lacune dans ta capacité à entraîner le bon comportement. Ou tu as une lacune à identifier le problème sous-jacent. C'est-à-dire qu'il y a un comportement qui peut te faire peur, donc on revient à la peur, comme je disais, c'est lié, et donc tu n'as pas réussi à identifier la cause, et donc tu restes dans ton problème. C'est Carl Jung qui disait que tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, tu n'as pas d'influence dessus. Tu peux changer seulement quand tu rends conscient l'inconscient. Et donc, par là, c'est diagnostiquer la problématique. Donc déjà, tu peux diagnostiquer est-ce que c'est un problème dans mon environnement, est-ce que c'est un problème dans ma méthodologie, est-ce que c'est un problème dans mon mental, dans mes croyances, dans ma vision du monde. Et ensuite, tu dis, tiens, là, j'ai peut-être ce problème-là, tu fais une hypothèse, du coup, tu crées une solution en réponse à cette hypothèse, et tu appliques la solution, tu mesures, et tu vois si ça améliore les résultats ou pas. Donc, et si ça améliore les résultats, ensuite tu l'entraînes. Et donc, le comportement, la procrastination, enfin, si tu veux, il y a pas c'est subjectif, dans le sens où si ton objectif c'est de regarder la télé, tu procrastines pas. C'est seulement quand tu fais quelque chose autre que ce que tu t'es toi-même engagé à faire. Ou alors tu as des obligations, mais les obligations c'est une forme d'engagement. Donc, tu ne fais pas ce que tu es censé faire. Donc mais l'activité est la même, et ça reste un comportement. Et donc, du coup, tu peux réentraîner à un autre comportement. Si tu procrastines, c'est que tu t'es entraîné à la procrastination, c'est que tu t'es entraîné à éviter ça, d'une manière ou d'une autre. Et donc, en identifiant la source et en réorganisant et en réapprenant à faire ce qu'il y a à faire, ça peut être en créant une bonne habitude, ça peut être en supprimant une mauvaise habitude, ça peut être en supprimant une habitude de pensée, etc. Tout ça, c'est de l'apprentissage. D'accord? Parce que finalement, tes pensées, c'est juste des habitudes internes, des habitudes mentales. Et quand tu comprends que, genre, souvent, une petite parenthèse, quand on parle de créer une habitude, on pense juste au bloc, genre, je veux me mettre à faire du fitness, du bodybuilding. Il y a des micro-habitudes à l'intérieur de cette habitude. Rien que l'habitude de, quand tu lèves le poids, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Est-ce que tu entends dire, putain, c'est lourd, putain, c'est chiant, putain, j'ai envie d'être à la maison, vivement que je sois devant Netflix? C'est des habitudes, ça. C'est des habitudes qui génèrent de la punition. C'est de la punition intrinsèque. Et donc, si tu comprends un minimum le comportement, tu comprends que tu es en train de te démotiver progressivement, tu t'entraînes à détester le bodybuilding. C'est très fréquent de s'entraîner à détester quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir des pensées renforçantes quand on veut conditionner une habitude. D'accord? Et ça marche aussi pour te déconditionner. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, je buvais pas mal le week-end, et un soir j'étais devant ma bière en club comme ça et j'étais pas bien, et j'ai fait une association entre le lendemain de cuite et comment j'allais me sentir encore une fois le dimanche.
et la bière. Et j'ai regardé ma bière et j'ai ressenti, je commence à venir pas bien. Et instantanément, là sur le coup, j'ai fait une association, c'était un petit peu par hasard. Et depuis, je bois peut-être 2 verres de vin par semaine, dans les grosses semaines. Et je suis pas en train de me dire, il faut pas que je boive trop. Non, c'est juste, je sais, chaque fois que je bois un verre d'alcool, je pense à comment je me sens. C'est automatique. Donc j'ai entraîné cette habitude. Donc tu vois, tu peux vraiment entraîner des comportements à différents niveaux. Et ça, c'est ta capacité à diagnostiquer la source du problème. Dire, ah ben tiens, mon problème, c'est l'attachement que j'ai à cette habitude. Donc peut-être si je change ma manière de penser, ça va automatiquement changer mon comportement. Bref, je veux pas trop m'éloigner du sujet, on aura l'occasion de reparler de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ta capacité à entraîner le bon comportement résout ton problème de procrastination. Dispersion. Pourquoi tu te disperses? Tu te disperses parce que tu as une incapacité à prioriser les actions qui vient d'un manque de clarté, donc on revient à la confusion. Donc si tu es incapable de prioriser les actions, c'est parce que tu n'as pas de système pour et donc les bons modèles pour identifier qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important. Et enfin, le sentiment d'imposture. J'ai dit sentiment et pas syndrome, parce que souvent on dit « Ah, j'ai un syndrome d'imposteur, qu'est-ce que tu veux enseigner? Ah, je vais enseigner le business aux gens. Ok, c'est quoi tes résultats en business? Ah, je fais pas d'argent. Et ben, c'est pas un syndrome, c'est une imposture. Parce que si tu vas enseigner aux autres à faire quelque chose que toi-même t'as jamais fait, à moins de leur dire, ok, j'ai jamais fait un rond, mais je vais vous enseigner à faire de l'argent, c'est pas, c'est pas très vendeur. Par contre, après, tu peux, mais moi, j'ai une recette pour ça, parce que il y a toujours ce truc, tu vois, c'est que, encore une fois, de petite parenthèse, mais on est là entre nous, tu as, les choses que tu sais faire, qui sont devenus des automatismes. Donc on peut avoir un curse of knowledge, comment t'appelles ça en français, le biais de l'expert, ça me reviendra. Et donc du coup tu as tendance à oublier que les gens sont 10 étapes avant toi, il y a des choses qui sont devenues automatiques pour toi, tu as une pensée qui est plus complexe sur le sujet, et donc du coup tu as tendance peut-être que toi ça m'arrive ce genre de choses, j'essaie de faire attention, on a eu le temps d'utiliser un maximum de jargon, mais voilà. Par contre, tu sais l'expliquer. Parce que tu l'as résolu, et donc du coup, pour créer des contenus de manière impromptue, d'accord, voilà, je veux parler de ce sujet, ben, tu prends le micro, tu fais la vidéo, et en 10 secondes, tu fais 3-4 bullet points, et tu dis, ok, voilà ce qui est important pour résoudre ce problème, et je balance le truc. Donc, si tu as une habitude de parler devant une caméra, ou d'un micro, et que tu as l'habitude de ton problème, c'est assez facile de créer un contenu avec ça. Après, il y a des contenus que quand tu es en train d'apprendre, tu es en train de te former sur un truc, du coup, naturellement, ton cerveau a plein d'idées là-dessus, et t'as plus envie de parler de ce sujet, et t'es un tout petit peu en avance sur ton audience, donc t'as pas ce problème du biais de l'expert. Par contre, t'es pas non plus un expert sur le sujet, t'as pas encore l'autorité. Donc, comment tu fais dans ce cas de figure? Ben, tu peux simplement dire, voilà, je suis en train d'apprendre ça, j'ai pas encore de résultats, mais je vais quand même vous partager les découvertes et dans les idées des génies qui, eux, ont des gros résultats. Et moi, mon but, c'est, comme je suis en train de rassembler ces idées pour dans notre contexte à nous, parce que tu vois, par exemple, je sais pas, là, je vais me former un peu plus en profondeur sur le branding. Bah, le branding, ça peut être appliqué à tout type d'industrie. Et donc, moi, je vais ramener ça dans mon contexte à moi. Genre, comment faire du branding dans un business ultra minimaliste. Et donc tout d'un coup, je gagne l'avantage d'une plus petite niche, et en même temps, je veux dire, voilà, je vais pas te dire comment faire du branding moi-même, parce que je suis en train de l'apprendre, je suis à une très bonne base en marketing, mais c'est un sujet, j'ai pas trop envie de me positionner là-dessus pour l'instant, parce que j'ai moi-même pas encore implémenté. Par contre, il y a un tel qui a dit ça, un tel qui a dit ça, un tel qui a dit ça, et voilà ma réflexion là-dessus, donc si ça peut t'intéresser. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle la curation. Voilà, petite parenthèse, ce qui te permet de quand même créer du contenu, même quand tu n'as pas l'expertise. Alors certes, ça rapporte moins. Par contre, c'est un excellent moyen d'apprendre, et tu crées quand même de la valeur, parce que la curation, tu vas aller chercher les bonnes ressources et tu vas les amener en face de la personne. Parce que peut-être qu'il y a un peu de jargon, des trucs que toi tu as travaillé, que tu as étudié, que tu as vulgarisé, et après tu le packages, tu dis ok, dans notre cas de figure, ce qui est important selon moi là, c'est ça. D'accord? Donc il faut quand même un minimum de compréhension de ta thématique pour sélectionner les bonnes choses, mais tu crées quand même de la valeur rien qu'en package. Tu regardes aujourd'hui sur le web, il y a tellement d'informations, encore une fois, on est dans la saturation mentale, comme je disais avant. Bah, le fait de filtrer les infos, dire, ben voilà, si tu vas prendre le branding, je t'ai packagé toutes les grandes idées du branding,
Tu vois, ça peut être, tu peux organiser autour d'un sujet ou autour d'une personnalité. Tu peux dire, ben voilà, les 10 grands principes de Charlie Munger, j'ai lu tout ce qui existait sur Charlie Munger, voilà les principes que j'en retire. Et c'en est contenu qui marche très très bien. Et derrière, tu peux, sur chaque contenu, donner ton avis, mais après tu leur dis, je suis pas un expert là-dedans, je suis en train d'apprendre de trucs, et voilà le travail que j'ai fait, je vous en fais profiter. Donc, t'es pas en imposture, parce que tu es transparent. L'imposture, c'est prétendre. Et je le déconseille fortement, parce que si tu te mets en imposture, le truc c'est que tu vas avoir peur déjà de rencontrer des gens des experts. Attends, ils vont me démasquer. Tu vas te sentir mal à l'aise vis-à-vis de tes proches et inconsciemment ça va mettre des freins et tu vas te limiter parce que tu sais que il y a une sorte de après là c'est une théorie que j'y mets une pure hypothèse absolument pas scientifiquement démontrée, mais on a une sorte de radar interne, genre la valeur. Tu sais, genre le statut, c'est des signaux de valeur. C'est quelqu'un qui a un haut statut, c'est quelqu'un qui a une haute valeur, donc ça veut dire que c'est quelqu'un, selon notre inconscient, qui produit beaucoup de valeur pour le groupe ou la société. Tu prends Elon Musk, c'est quelqu'un perçu de très haute valeur, tu peux le détester, tu peux penser le contraire, mais de manière générale, les gens lui attribuent énormément de valeur, et pour moi c'est à juste titre. Après, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais le marché le récompense pour ça. Ok. Donc voilà. Donc là, on a un radar de valeur. Et ce radar de valeur, quand on l'applique sur, on le voit. Tu sais, on arrive à peu près à identifier une sorte de hiérarchie dans un groupe. Tu sais qui c'est le leader du groupe, qui c'est que tu vas suivre implicitement, sans que personne en parle. Tout le monde est d'accord. Tu demandes dans le groupe, c'est qui conduit le groupe. Tout le monde va montrer la même personne du doigt. Dans la plupart des groupes. Et donc, on a ce radar de valeur. Et ce radar de valeur, il est valable sur soi-même. Donc toi-même, tu sais que si tu es là plus pour prendre que pour donner, inconsciemment, si tu ressens ça, c'est là où l'imposture est ressentie. Alors après, il y a un vrai syndrome derrière, sans trop rentrer là-dedans. Le truc, c'est que j'ai réussi à résoudre ce problème avec mes clients quand ils doivent faire une offre, parce que souvent c'est ça, c'est voilà ce que je vais te donner et voilà ce que je vais te demander en échange. Et du coup, ils sont un peu en stress avec ça, ils sont mal à l'aise. Je dis, ok, tu te dis clairement, premièrement, tu es clairement transparent sur les forces et les faiblesses de ton produit. Et deuxièmement, tu produis une garantie à 200%, c'est-à-dire une garantie ou une garantie même à 100%. C'est-à-dire qu'en gros, tu te sens toi-même arnaqué. T'as peur de proposer ça tellement c'est énorme. Et donc du coup, l'intérêt c'est de regarder la personne en face, et ben voilà, moi j'en suis là, et c'est aussi pour ça que je propose cette garantie. Et donc du coup, si je donne pas le résultat, et ben du coup, ça te coûte rien. Voilà, en termes de financièrement. Et donc, le fait d'avoir une configuration où tu inverses, voilà, tu donnes énormément et tu demandes extrêmement peu finalement, parce que soit si je délivre pas, bah tu me payes pas. Donc en gros, tu vois, il y a une asymétrie entre l'offre et la demande, entre ce que tu donnes et ce que tu proposes, non, ce que tu donnes et ce que tu demandes, pardon. Et donc du coup, ça supprime l'imposture. Tu dis, attends, d'un coup, dès que tu es dans cet état d'esprit, tu te retrouves en face de quelqu'un, tu dis, j'ai un net positif, c'est-à-dire que je vais arriver et je suis une opportunité pour cette personne. J'en suis profondément convaincu parce que moi-même, intérieurement, mon radar de valeur m'indique que ce que je vais donner est largement supérieur par rapport à ce que je vais demander. Et c'est ce qui permet de casser ces sentiments d'imposture entre eux. Voilà. Donc, à toi de réfléchir si tu penses que tu as un problème d'apprentissage ou pas, évidemment. Je vais beaucoup me concentrer là-dessus les prochains temps parce que j'ai étudié ça pendant des années, j'ai pratiqué, j'ai appris pendant des années, j'ai un système qui est relativement simple pour apprendre, hein, qui inclut la résolution des problèmes, la pratique, la consommation de contenu, l'extraction d'idées, ça peut être des contenus, ça peut être des coachs, peu importe. Le conditionnement, donc la prise d'habitude derrière, entraîner les bons comportements, etc. et le faire avec le système le plus simple et efficient possible. J'ai vu personne en parler en francophonie, même ce système aux États-Unis, de cette manière enseignée, je l'ai jamais vu parce que la plupart sont à destination des étudiants et c'est pas pertinent dans notre cas. Je veux dire, pour moi, des cartes Anki, c'est ces cartes mnémotechniques ou ces cartes comment t'appelles les cartes pour faire de la répétition espacée. Pour moi, c'est inutile en tant que
entrepreneur, enfin je connais pas d'entrepreneur avancé qui fasse de la mémorisation comme ça et du coup nous ça nous intéresse pas. Nous ce qui nous intéresse c'est de comprendre et d'entraîner les comportements, c'est pas de mémoriser des concepts. Ça c'est typiquement de l'apprentissage qui est lié aux étudiants mais pas aux entrepreneurs. On est dans deux cas différents. L'étudiant c'est académique, l'entrepreneur c'est pratique. Nous on est dans la pratique, tout ce qui nous intéresse c'est les comportements naturels qu'on va avoir dans telle situation pour obtenir tel résultat. Et c'est pas de se souvenir de tel. Alors, un jour, 2-3 petits frameworks dont on veut se souvenir automatiquement. Donc du coup, on peut créer effectivement des acronymes, mais c'est vraiment secondaire. Voilà. Donc j'aurai l'occasion de te reparler de tout ça. Je vais travailler là-dessus. On va voir qu'est-ce qui va en sortir. Est-ce que je vais en faire une formation? Les contenus, c'est pareil, je sais encore pas trop. J'ai devant l'iPad, là, j'ai mes notes là-dessus, mais j'ai envie d'externaliser tout ça. C'est quelque chose sur lequel j'ai une vraie légitimité. J'ai appris beaucoup de choses dans ma vie. Et je crée ce système et je pourrais le vendre. Je vendrai le coaching qui va avec, probablement. Encore une fois, c'est des hypothèses, mais c'est ce que je projette. Par contre, tout ce qui est information sera purement disponible gratuitement pour tous ceux qui veulent se former là-dessus. Voilà, donc on en reparlait. Donc si ce sujet t'intéresse, oublie pas de t'abonner au podcast. Si ce podcast t'a plu, cet épisode t'a plu ou les autres épisodes t'ont plu, n'hésite pas non plus à aller mettre une review sur Spotify ou sur Apple Podcast. J'ai un petit truc, un petit tuto comment faire sur damienp.com/podcast. Tu retrouveras donc toutes les plateformes sur lesquelles tu peux t'abonner et comment mettre un commentaire sur les plateformes. Voilà. Je te souhaite une magnifique journée. C'est grâce à ton soutien que ce podcast va pouvoir, parce qu'il a petite parenthèse, c'est un podcast qui a bien quelques années maintenant. À l'époque, il était 10e dans la section entrepreneur. Je l'ai un peu mis de côté. Je sais pas pourquoi, parce que j'adore les podcasts. Et puis maintenant, je suis à la position 150. Donc le but, c'est de remonter dans le top 10, même le top 5, et dans les recommandations d'Apple Podcast pour faire exploser de nouveau ce podcast. Je mets un point d'honneur à donner des informations un peu plus avancées, un peu plus, selon moi, pertinentes que les mêmes discours qu'on entend encore et encore un peu partout ailleurs. Donc, si ça t'intéresse, si ça t'a plu, vraiment, je t'invite à partager ce podcast, à mettre des petites étoiles. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.